12 Game Changers. Amel Ramdan, François Moulek, 12 heures non-stop pour s'inspirer, comprendre et apprendre. Comment changer le game ? Sa maman, un jour, lui a dit « Il faut que tu sois capable de payer tes factures à la fin du mois. » Et il y a des phrases comme ça qui vous marquent à jamais, à tel point qu'elle décide, alors qu'elle est une spécialiste du e-commerce, reconnue avec super job à la clé, de tout laisser tomber pour créer une association et transmettre ce message à des jeunes femmes qu'elle aide à choisir leur voie dans l'autonomie et l'indépendance. Quand j'ai commencé à faire des recherches sur notre invitée, je suis tombé sur une série de vidéos témoignages de ces jeunes femmes qu'elle a aidées. Et vous savez ce qui m'a frappé ? Eh bien sûr, ces jeunes femmes parlent en bien de notre invitée, c'est normal, ce sont des témoignages. Mais elles ont surtout une lumière incroyable dans les yeux quand elles parlent de leur expérience. Et la lumière dans les yeux, ça trompe pas. Alors, c'est pour nous un cadeau qu'elle soit là aujourd'hui pour répondre à la question que tout le monde se pose. Social et business peuvent-ils faire bon ménage ? Anne-Louise Cambier, bonjour. Bonjour François, bonjour Amel. Bonjour Anne-Louise. Alors Anne-Louise, tu es spécialisée dans l'empowerment au féminin. Dis-moi, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est pas un peu l'avenir dans l'autonomie des femmes ? En tout cas, ça y contribue. C'est une des pistes d'autonomisation. Je pense qu'il ne faut pas forcément promouvoir l'entrepreneuriat pour l'entrepreneuriat. Je pense que le salariat, ça peut être très bien aussi. Ce que je crois concernant l'entrepreneuriat, c'est que, au fond, ce que je souhaite à chaque être humain, je vais le formuler comme ça, c'est d'être entrepreneur de sa vie. Moi, mon tout premier job, j'étais encore à Caen, en Normandie. C'était chez Pizza Hut. J'étais étudiante et j'étais déjà entrepreneur. Parce que quand on est impliqué dans son travail et qu'on a à cœur d'avancer, c'est en entreprenant qu'on se retrouve le moins possible, en fonction de nos réalités aussi, à ne pas subir justement son travail. Moi, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup ça. C'est comment on est maître bien sûr. Des choses. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2023, alors qu'on évolue sur des tas de choses, on parlait d'IA, on parlait de plein de progrès dans beaucoup de choses, que les femmes ont encore ce besoin d'avoir de l'accompagnement pour pouvoir obtenir leur autonomie ? Alors, que ce soit en France ou dans le monde, c'est malheureusement valable partout. Les premières victimes de la précarité sont les femmes. C'est malheureusement une réalité qui reste toujours vraie en 2023. Et c'est pour ça qu'il m'a semblé fondamental d'agir. Alors, je pense que chacun peut agir à son échelle. Moi, il se trouve que la vie m'a conduit vers Alba et je pense que Alba, c'est une partie de ce que je suis. Mais je pense que quelqu'un qui est dans une entreprise aujourd'hui peut agir de la même manière, que ce soit un entrepreneur, un dirigeant ou un salarié, pour justement permettre cette autonomie et surtout permettre d'ouvrir des portes. Alba, c'est une action qui certes est profondément sociale, mais depuis le départ, il y a cette volonté de créer un pont avec l'écosystème économique. Et je crois que ce n'est que comme ça qu'on peut autonomiser, en l'occurrence là, les femmes. C'est valable pour tous les êtres humains. Et après, François l'a bien introduit tout à l'heure. Je pense qu'on ne part pas dans un tel projet sans que ça vienne du cœur. Et voilà, il y a mon histoire familiale, en l'occurrence du côté de ma mère, où ma grand-mère, moi aujourd'hui j'ai 35 ans, et ma grand-mère, elle s'est retrouvée veuve à l'âge de 36 ans, donc ça pourrait être moi. Et en fait, quand tu te retrouves brutalement sans déjà l'homme que t'aimes, l'homme ou la femme que tu aimes, mais en l'occurrence là, pour une femme, l'homme que t'aimes, c'est une tempête émotionnelle je pense qu'il n'y a que les personnes qui l'ont vécue qui peuvent la comprendre. Mais au-delà de cette tempête émotionnelle, c'est que si tu n'es pas autonome économiquement, et en l'occurrence c'est malheureusement souvent le cas des femmes, eh ben, tu te retrouves confronté à une double peine parce que tu dois assumer ton foyer et tu n'as pas ce qu'il faut en fait pour pouvoir l'assumer. Et ça devient quelque chose qui est très complexe. Et ça, c'est quelque chose qui arrive encore tous les jours. Parfois, quand je rencontre des bénéficiaires, l'histoire de ma grand-mère fait écho à leur propre histoire. Et là, je me dis, en fait, on ne peut pas continuer à perdurer ça, à perpétuer plutôt ça. Il faut autonomiser les femmes, les sensibiliser à une éducation financière dès le plus jeune âge et leur permettre justement de créer, d'être maîtres en fait, de leur avenir.
Et j'irai plus loin. Moi, ma maman, et ça m'a touchée tout à l'heure, l'introduction, merci beaucoup. Elle m'a appris cette chose, de dire à Nuit, tu dois pouvoir payer tes factures à la fin du mois. Mais elle n'avait pas les outils pour m'apprendre à faire de l'argent. Et aujourd'hui, à 35 ans, c'est quelque chose sur lequel moi, je travaille. Mais si je peux faire gagner 15 ans aux jeunes femmes que j'ai en face de moi avec Alba, eh ben, c'est tout mon combat. Parce qu'il y a l'autonomie financière, mais il y a aussi la liberté financière, la liberté économique. Et j'aurais aimé, pendant tout le temps où justement j'étais à d'autres fonctions et où je gagnais très bien ma vie, me créer cette liberté financière. Et en toute transparence, c'est une chose que je n'ai pas forcément faite. Et je me rends compte à quel point ça aurait été génial que j'ai les outils pour pouvoir le faire. Et je ne pense pas que je sois quelqu'un qui ait manqué d'avoir des gens extraordinaires sur mon chemin. Et il y a des gens qui ont encore moins de chance que moi. Et du coup, ça, il faut que ça se transforme parce que si on n'a pas tous les mêmes outils au départ, on prend plus de temps à pouvoir s'émanciper après dans nos vies futures. Et puis, une fois qu'on est confronté à des responsabilités, un foyer, une famille, on n'est peut-être plus dans cette logique d'émancipation, on est dans une logique de survie pour pouvoir faire vivre sa famille, son foyer. Et en fait, il faut sortir des logiques de survie et pouvoir donner des outils aux êtres humains pour qu'ils puissent vivre, et en l'occurrence aux femmes. Vous avez employé des dizaines de fois depuis le début de cette interview le mot « outil ». Concrètement, vous leur amenez quoi comme outil ? Alors, on commence par 5 jours d'ateliers collectifs, où là, on a créé des ateliers qui ont vocation à faire émerger la singularité. En vrai, là, nous 3 autour de la table, on peut les faire, les ateliers, ça nous fera toujours le plus grand bien. Vraiment. Et ces ateliers-là, en fait, vont permettre de se poser, chose qu'on ne fait pas dans le quotidien. Tu te poses sur toi. Et donc, il y a différents sujets. On commence par la réussite, notamment. C'est quoi, la réussite ? Parce que c'est bien de dire on veut réussir, mais qu'est-ce que c'est pour toi, réussir ? On va aussi avoir des ateliers qui vont te permettre d'identifier des potentiels. Une jeune femme qui a 15 ans, elle n'a pas encore d'expérience professionnelle. Néanmoins, elle a peut-être déjà développé des compétences à la maison de quartier. Tu as mené un projet. Tu as mis en place des ventes, je sais pas, de gâteaux, etc. Pour pouvoir partir faire un projet. Tu as piloté tout le truc. En fait, tu as peut-être des capacités à fédérer, à piloter, à être chef de projet. Et en fait, c'est comment on va faire du transfert de compétences. Donc, ça, c'est des ateliers qui vont avoir lieu pendant les 5 jours et qui sont ponctués de rencontres avec des femmes qu'on appelle des rôles modèles, mais qui sont avant tout en fait des témoins, qui viennent témoigner de leur parcours. Donc Amel, je t'ai déjà dit, mais je pense que tu serais une excellente rôle modèle. Donc c'est témoigner de ton parcours de vie, de venir raconter par quoi tu es passé, quel était le contexte initial, là où tu en es aujourd'hui, ce que tu as traversé pour en être là, d'être honnête aussi sur le fait qu'il y a des difficultés et pas être juste dans un récit de success story qui pour moi, du coup, vient dénaturer le fond. Inatteignable, quoi, ça paraît inatteignable. Qui peut paraître inatteignable, ou alors qui est dangereux dans un souci d'honnêteté intellectuelle, parce que la fille, elle peut se dire « Ah, si elle l'a fait, moi, je peux le faire. » Et c'est aussi l'objectif, quand je dis ça. Mais en fait, si tu contextualises pas le point de départ, et si tu n'es pas honnête sur les difficultés traversées, et en fait, tu peux aussi générer une tempête émotionnelle derrière. On a tous des difficultés, quelles qu'elles soient, on en rencontre tous. Et en fait, si tu as été honnête dans ton récit, la jeune femme qui s'est autant inspirée de toi, quand elle va rencontrer des problématiques, qu'elles soient les mêmes ou différentes, elle se souviendra que toi aussi, tu as traversé des tempêtes. Et ça, c'est super important aussi dans le propos. Donc ça, c'est durant 5 jours. Si vous venez pendant ces 5 jours-là, d'ailleurs, c'est au moment où on prend les témoignages. Et merci pour les mots, ça m'a ému tout à l'heure. Mais oui, ça crée de la lumière dans les yeux parce que c'est quelque chose de très fort. On leur donne de la considération. Il y a quelque chose de très fort qui se passe en termes de sororité parce que c'est vraiment leur singularité qui émerge, mais à travers une force collective entre femmes. Donc ça, c'est très beau aussi. C'est vraiment une bulle de sécurité où elles vont se sentir elles-mêmes. Par contre, si on fait juste ça, je ne vais pas vous dire que ça ne sert à rien, mais pour moi, c'est presque ça. Je suis un peu excessive. Et derrière, là, on va accompagner. Donc là, on a qu'au tout début, quand j'ai démarré, c'est moi qui ai mis en place cet accompagnement-là. J'ai créé une méthodologie d'accompagnement qui est centrée vraiment sur l'individu,
sur la jeune femme. Et aujourd'hui, on a une communauté d'éclaireuses Alba, qui sont des femmes bénévoles, qui accompagnent une jeune par mois. Comme ça, on garde le niveau de qualité, parce qu'elle n'en a qu'une à s'occuper. Le cœur de tout ça, de cet accompagnement, c'est l'humain. C'est de s'adapter à 100% à la réalité de la jeune femme et de l'accompagner en lui donnant des objectifs qui sont réalistes par rapport à sa réalité. Donc, c'est-à-dire qu'on va l'emmener vers ses rêves tout en sécurisant ses choix d'un point de vue économique. Et c'est quelque chose qui se retrouve souvent finalement dans les rôles modèles aussi qu'on invite. C'est que de te faire ton petit coussin de sécurité, de savoir que tu vas pouvoir rentrer de l'argent grâce à ce diplôme, etc., c'est pas faire une croix sur tes rêves, c'est justement te donner la possibilité d'aller toucher tes rêves. Financer tes rêves. Voilà, de les financer, de les rendre possibles sans que ça soit quelque chose qui te mette dans une situation où tu es en danger, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de féminin dans tout ça, en fait? Parce que je t'écoute parler depuis tout à l'heure et je me dis, ouais, bon, ok, au fond, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes, tout ce que tu racontes. Ça concerne profondément l'humain. Et ça, je suis profondément d'accord avec toi. Pourquoi on ne peut pas aider tout le monde? Moi, j'aimerais trop aider tout le monde. Et d'ailleurs, il y a des situations où j'ai face à moi des jeunes hommes et je mets tout mon cœur en dehors d'Alba, dans d'autres programmes, à accompagner correctement ces jeunes hommes avec la même philosophie. Maintenant, à Alba, il y a vraiment cette notion d'indépendance économique où il y a des décalages terribles entre les hommes et les femmes encore aujourd'hui. Il y a cette volonté aussi d'éducation financière où les femmes sont en net recul par rapport aux hommes. Et puis après, il y a aussi, comme je l'ai dit, moi, ce que je veux, c'est faire un pont avec l'écosystème économique. Et donc, il y a un enjeu, certes, d'égalité des chances, donc qui concerne aussi bien les hommes que les femmes, mais il y a aussi un enjeu d'égalité économique et professionnelle. Et aujourd'hui, on sait très bien que les femmes sont à poste égal, responsabilité égale, niveau d'expérience égal, moins payées que les hommes, que les femmes sont moins présentes dans les sphères décisionnelles, qu'il y a des secteurs professionnels aujourd'hui où on n'arrive pas à recruter des femmes. Et donc, on adresse aussi... c'est-à-dire qu'on répond à un problème social vis-à-vis des jeunes. Ils ont besoin de ces accompagnements-là. Mais il y a aussi... on adresse un problème économique. C'est-à-dire que les entreprises, aujourd'hui, elles ont des enjeux de mixité professionnelle, avec même des enjeux qui vont être juridiques, je pense. Avec ce que tu fais chez Alba, qu'est-ce que tu peux recommander aux entreprises, en fait, pour... on voit aujourd'hui, les entrepreneurs, les entreprises veulent tous avoir un impact positif, en tout cas beaucoup. Justement, ça contribue à l'impact positif que d'intégrer les femmes dans des fonctions supérieures, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place depuis l'école jusque dans l'entreprise pour évoluer sur ce sujet? Alors déjà, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur les représentations. C'est qu'il n'y a pas des métiers de femmes ou des métiers d'hommes. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, dès le début, mais ça, c'est même avant. Nous, on agit entre 15 et 25 ans. Pourquoi à cet âge-là, d'ailleurs? Alors, tout simplement, parce qu'il faut commencer... moi, j'ai plein d'autres idées. Je ne manque pas d'idées, mais par contre, il faut commencer quelque part. Et aujourd'hui, en France, c'est en troisième qu'on nous demande de faire notre premier choix déterminant d'orientation, donc à 14-15 ans. Donc, c'est pour ça qu'on démarre à 15 ans et jusqu'à 25 ans, parce que... Et d'ailleurs, on voit qu'on a un gros impact sur la tranche 20-25, parce que malheureusement, il y a encore beaucoup de jeunes. Il y a un jeune sur 5 aujourd'hui en France qui déclare ne pas du tout avoir choisi son orientation. Ça, c'est tout milieu socio confondu. Et après, quand on s'intéresse aux enfants d'ouvriers et d'employés, 2 tiers d'entre eux, l'idée même de choisir leur avenir, c'est une source d'angoisse pas possible. Parmi ces 2 tiers, il y en a 1 sur 3 qui va systématiquement renoncer aux études supérieures. Et malheureusement, les plus concernés par ce renoncement, ce sont les jeunes femmes. Comment les gens ont réagi quand tu as annoncé que, tu quittais un job hyper bien rémunéré avec, d'après ce que j'ai compris, des gens qui voulaient absolument te garder dans ce job et tout, donc forcément pas mal d'argent à la clé. Comment les gens ont réagi quand tu as dit 1, je quitte mon job, 2, je vais faire du social, 3, je vais le marier à l'argent? Alors... Déjà, la personne la plus importante, c'est ma maman. Oui, mais elle savait. Elle avait dit... Elle m'a dit, je retrouve mon enfant. Donc, déjà, je pense qu'elle savait que je partais vers quelque chose qui me ressemble.
quand j'ai quitté mon job, au moment où j'ai quitté mon job, pour être tout à fait honnête, moi, je savais pas que j'allais faire Alba. Je savais que je voulais donner du sens à ma vie. Sauf que l'être humain, il va vers ce qu'il connaît. À ce moment-là, moi, je pensais que j'allais entreprendre dans la mode. Parce que ça faisait 10 ans que j'étais dans cette industrie-là. Donc, je voulais aller plutôt vers une mode responsable. J'avais une idée très précise en tête de valorisation de tous les créateurs qui font des efforts au niveau de la production de leurs vêtements ou de leurs objets de mode. Et de les distribuer en valorisant la transparence. En fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu produis de la mode, tu peux pas faire un truc qui est complètement propre pour la planète. Néanmoins, s'il y a une volonté de transparence, après, le consommateur, il sait où il met les pieds. Globalement, c'était ça l'idée. Donc moi, quand j'ai négocié mon départ avec mon PDG, etc., c'est ça que je lui ai dit. Mais je mentais pas. C'était vraiment ce vers quoi je pensais aller. Et j'étais quand même dans une phase très introspective. Et puis après, il y a des aventures aussi. Enfin, des épreuves de la vie qui renforcent aussi cette introspection. Et en fait, dans le dernier mois où j'étais encore en poste et juste après que j'ai quitté mon poste, il y a eu 2 choses qui se sont passées, des événements familiaux où on parle vraiment de vie et de mort, où déjà n'importe quel être humain est secoué face à ça. Et là, en fait, moi, j'étais déjà très dans l'introspection, très dans je vais vers du sens, je veux... Et là, j'ai dit non, mais en fait... Je veux pas aller dans la mode. Alors, c'est surtout, je veux vraiment agir pour l'humain, en fait. Je veux agir pour les gens, pour, à ma petite échelle, améliorer la vie des gens. Sincèrement, à ce moment-là, après, il y a eu d'autres étapes depuis 5 ans d'entrepreneuriat qui ont été plus difficiles. Mais à ce moment-là, alors, il y a probablement des gens qui ont peut-être cherché à me décourager, mais je ne sais pas comment vous expliquer. Ça passait pas. J'ai pas le souvenir. Le message n'est pas... mais on m'a beaucoup dit « Ah, je trouve ça super courageux ». Mais à ce moment-là, moi, je ne faisais pas preuve de courage. Parce que pour moi, quand je fais preuve de courage, c'est que j'affronte quelque chose qui est difficile. Ouais, qui ne te plaît pas, qui ne te convient pas. Voilà. Actuellement, par exemple, je crois que je fais preuve de beaucoup de courage. En étant devant ce micro ? Non, un peu quand même, mais de manière générale dans ma période entrepreneuriale actuelle. Mais à cette époque-là, il y a 5 ans, sincèrement, c'était... Je suivais mon cœur et j'étais en sécurité économiquement. J'avais négocié mon départ, donc je savais que je pouvais activer mon chômage n'importe quand. J'ai eu une bénédiction sur mon chemin de partenaires qui m'ont fait confiance, avec qui j'ai pu faire du freelance. Je trouve que c'est important de parler de tout ça parce que c'est bien de valoriser l'entrepreneuriat. Mais moi, je ne sautais pas dans un truc sans filet. J'avais cette option de freelance qui m'a quand même fait travailler de fin 2018 jusqu'à même début 2022. Je crois que j'ai encore fait des missions. En tout cas, fin 2021, c'est sûr que j'avais encore des missions avec eux. Donc là, je facturais, j'étais sereine. J'avais le filet du chômage. On est quand même dans un pays où on a la chance de pouvoir négocier un départ. C'est pareil. Je veux dire, moi, mon PDG était japonais. Je peux vous assurer que quand vous négociez avec quelqu'un qui a grandi au Japon de cette manière-là, ils se disent, mais ces Français sont complètement fous. Elle va faire du social. Mon Dieu, quelle horreur. Mais surtout, je dois payer quelqu'un que j'ai envie de voir rester dans mes effectifs pour partir. C'est insensé, en fait. Ouais, bah oui. Donc, en fait, j'étais quand même... j'avais pas de filet autre que ceux que je m'étais construits, mais j'en avais. Donc, c'est pas pareil que quelqu'un qui se lance dans le vide sans rien. Et j'étais tellement animée par mon truc que franchement, il y a personne qui m'a dit « t'es folle ». Moi, on va dire que là, sur la dernière année ou depuis 1 an et demi, je me suis posé la question parfois de savoir si j'étais folle. Bon, écoute, on va en tout cas aller voir du côté des gens qui sont en train de nous regarder, qui ont plein de questions pour toi. Et souvent, ces questions sont beaucoup plus intelligentes que les nôtres. Allons-y. Le 12-12 Game Changer, vos questions. Donc, concernant l'autonomie financière, n'y a-t-il pas quelque chose à faire dès le lycée? Si oui, sous quel format? Alors, effectivement, nous, c'est 15-25 ans. Donc, oui, c'est dès le lycée. Pourquoi ça n'existe pas au lycée, en fait? Alors, il y a plein de choses qui n'existent pas au lycée et qui mériteraient d'exister. Donc ça, il faudra en parler avec le ministère de l'Éducation nationale. En tout cas, nous, à l'échelle d'Alba, un format qu'on a fait là récemment pour parler de choses très concrètes, j'aime bien donner des réponses qui sont concrètes, on a créé un événement avec la ville de Rouen. Donc la ville de Rouen crée chaque mois de mars un événement qui s'appelle Rouen donne des ailes et qui a vocation de mettre en avant toutes les initiatives qui accompagnent les femmes pendant tout le mois de mars. Okay. Donc, à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes,
très souvent, les initiatives sont beaucoup tournées sur le sujet des violences que subissent les femmes. Et je me suis dit, ça serait quand même intéressant que nous, on parle de l'indépendance économique parce que c'est quand même un vrai sujet. Donc, on a réussi à rassembler toute une assemblée de jeunes. Donc, en plus, j'étais très contente que ce soit des jeunes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a invité 3 personnalités, donc des femmes, qui, elles, s'engagent dans leur quotidien pour le sujet de l'argent. Et qui ont parlé très concrètement de ces sujets-là. Donc, il y avait Clara Mollet, que vous connaissez peut-être. Et sinon, j'encourage tout le monde à suivre cette femme-là. Elle a créé donc, un podcast à l'époque qui s'appelle « Les règles du jeu », parce qu'elle a travaillé dans la finance et elle s'est trouvée, en fait... elle a commencé je crois que c'est Brésil, mais j'espère que je ne dis pas une bêtise. Elle m'excuse si ce n'est pas le Brésil. Mais elle s'est retrouvée, en fait, à l'étranger pour ses premières expériences. Et en fait, elle était la seule femme dans la finance et elle s'est retrouvée confrontée à des situations où non seulement en tant que femme, du coup, elle n'était pas considérée et par ailleurs, elle-même, elle s'est rendue compte qu'elle s'auto-censurait sur des choses. Est-ce qu'il y a une autocensure chez les femmes ? Je dis ça parce que c'est une réflexion qui remonte souvent, en fait. Quand on a des invités qui parlent d'égalité homme-femme, on nous dit, voilà, les hommes, vous avez pas peur, vous avancez en tribu, etc., etc. Les femmes, on est plutôt sur la réserve, quoi. Alors, je crois qu'il y a quand même une question de caractère là-dedans. Ouais. Je connais des femmes qui s'autocensurent pas du tout. Moi, je crois que quand j'ai quelque chose à dire, je sais le dire. Mais en tout cas, l'espace de parole donné aux femmes, il est moins évident. Mais pour des raisons historiques, les femmes... le patriarcat. Oui, et puis... j'ai piscine, moi, je vais y aller. À chaque fois qu'on aborde ce sujet, je dis j'ai piscine, je vais y aller. Non, mais après, en fait, je pense qu'il faut juste nommer les choses telles qu'elles sont. Pendant très longtemps, les femmes ne travaillaient pas, elles n'avaient pas de... Et donc, du coup, tout a été construit par les hommes. On ne nous donnait pas notre place. Donc, maintenant, il faut aller là prendre notre place. Donc, déjà, il y a plein de femmes qui nous ont un peu ouvert le chemin. Mais il y a encore plein de portes qui méritent d'être ouvertes. Mais en fait, en fonction du caractère qu'on a, c'est pas si évident que ça. J'aime pas trop faire de généralité. Donc, de dire que forcément, une femme, elle a un sentiment d'imposture ou de... je pense que pas nécessairement. Mais en tout cas, je ne crois pas qu'aujourd'hui, on soit dans une société qui permette de manière évidente à une femme de se sentir à sa place. Mais ça peut être valable aussi pour certains hommes. Du coup, ça nous amène à la question d'après. L'égalité homme-femme est-elle possible dans tous les métiers ? Alors, je ne sais pas si elle est... Alors, si par possibilité, on entend pouvoir, moi, je crois que oui. Pouvoir et argent, puisque tu es une spécialiste de l'argent. Pouvoir, mais après, je crois que c'est aussi un peu compliqué. Sur la capacité... Non, par rapport au rythme biologique des femmes aussi. Souvent, le travail a été fait par des hommes et pour des hommes. Et ne regarde pas comme ça, Amel, j'ai rien fait, moi. Et en fait, on se rend compte que le cycle biologique des femmes n'est pas respecté. Par exemple, une femme qui vient d'accoucher et qui allaite son bébé quand tu as repris le travail, c'est juste impossible. C'est un cas. En fait, c'est impossible tel que la société est pensée aujourd'hui. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai envoyé un message tout à l'heure à une partie de notre communauté de bénévoles pour un événement qui est prévu au mois de septembre. Je leur ai dit à la fin, PS kids friendly, pour toute maman qui ne pourrait pas faire garder son enfant. En fait, il y a un moment donné, je pense que c'est aussi de réfléchir à quel espace on veut donner à l'entreprise. Alors, je ne dis pas qu'on doit avoir des enfants qui courent partout dans toutes les situations, mais je pense qu'il y a des manières de réfléchir. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'entre 9h30 et 16h, il y a suffisamment de plage horaire pour planifier des réunions. Sincèrement, je pense que... Mais par contre, bizarrement, il y a des gens qui vont dire, tiens, on va caler une réunion à 18h30. Mais c'est pas intelligent. Et en vrai, c'est pas intelligent ni pour les femmes qui doivent aller chercher leur enfant. Ni pour la productivité dans l'entreprise. Ni pour la productivité. Mais en plus de ça, c'est-à-dire qu'un homme, parce qu'il y en a quand même, il faut le souligner, qui lui voudrait soutenir sa femme pour dire, moi, j'en sais rien, 2 jours par semaine, c'est moi qui vais récupérer les enfants à l'école. S'il dit, je dois partir à 16h pour aller je dois partir à 16h30 ou 17h pour aller récupérer un enfant, donc je ne peux pas honorer cette réunion, il ne sera pas mieux regardé qu'une femme. Et en fait, c'est structurellement repenser la manière dont on organise le travail. Dont on décide de travailler, d'organiser le travail. Est-ce que les choses évoluent ? Moi, je suis une éternelle optimiste.
Donc, malgré l'atmosphère très triste actuellement, je crois profondément en l'être humain. Je crois qu'on a tous quelque chose de bon en nous. C'est peut-être bisounours, mais vraiment, c'est ma conviction. Et je pense que si on donne de la considération à chacun et chacune, oui, tout ça, c'est possible et qu'on peut y arriver. Après, il faut que ça soit une volonté. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, peu importe ce qu'on entreprend, même si on entreprend un truc qui va générer des millions, et encore plus, justement, si on entreprend quelque chose qui va générer des millions, on a le pouvoir de se dire comment je génère ces millions, comment j'honore la santé au travail, et je fais exprès d'utiliser le terme santé et pas le terme bien-être, la santé au travail. On a tous notre responsabilité par rapport à ça. Une dernière question, il faut répondre par oui ou par non. Est-ce que oui ou non, on peut mélanger social et business? Oui. Merci Anne-Louise d'être passée nous voir. Merci à vous. C'était vraiment très sympa, c'était vraiment très cool. Le 12-12 Game Changer.